Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ravi de vous retrouver pour la première de la semaine. On est le lundi 27 novembre 2023 et on est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Merci en tout cas à vous d'être présents là avec nous aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi être acteur de cette émission ou actrice de cette émission, tout simplement en nous appelant au numéro qui va s'afficher tout au long de l'émission qu'on va vous rappeler pour nous poser des questions ou pour témoigner selon le thème qu'on va aborder. Et aujourd'hui, on va parler de divorce. Et au milieu de ce divorce, il y a les enfants, l'impact du divorce sur les enfants. Alors comment faire pour que le divorce se passe au mieux et que les enfants soient le moins possible traumatisés et déstabilisés? On en parlera pendant le débat avec nos invités tout à l'heure. Et bien sûr, côté rubrique aujourd'hui, Wahida Selmchif, dans sa rubrique qui est dédiée à la Palestine, elle va nous parler d'un symbole fort de la Palestine, un symbole qui est brandi à chaque manifestation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il faut rester jusqu'à la fin de l'émission pour la rubrique Oui Cher. Et bien sûr, c'est le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie, et ça commence juste après le générique. Alors, lorsque les parents divorcent, les enfants sont en première loge. Ils assistent impuissants à la séparation parentale. C'est un événement loin d'être anodin pour eux, même si le divorce se passe bien. Alors, comment faire pour que tout se passe au mieux pour les enfants? On en parle aujourd'hui dans l'émission. Et bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Yasmine Benamani. Vous êtes avocate agréée à la Cour suprême et au Conseil d'État. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Et avec nous aussi, Madame Ebtissem Bousseli, vous êtes sociologue et thérapeute de famille. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, c'est triste à le reconnaître, mais le divorce aujourd'hui fait partie de l'horizon du mariage. Alors que le mot peut-être faisait frémisser nos grands-mères, la jeune génération aujourd'hui a de plus en plus recours au divorce. C'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui de divorcer. C'est plus aussi tabou qu'avant, Madame Bousseli. Effectivement, donc les chiffres prouvent que le taux de divorce est en constante augmentation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi le divorce. C'est ça qui est intéressant. Donc nous, les sociologues, on s'intéresse à ça et on s'est rendu compte en fait qu'il y a en amont une mauvaise préparation au divorce, au mariage, pardon, une mauvaise préparation au mariage, ce qui mène au divorce. Donc les parents en fait ne sont pas assez outillés. Ils ne préparent pas assez leur mariage. Ils ne savent pas quels sont les critères du mariage, quelle est l'importance de la communication, quelle est aussi l'importance de la première année du mariage. Parce qu'il faut savoir, et les chiffres nous le disent, qu'en fait, les divorces surviennent beaucoup plus lors de la première année. Parce qu'en fait, durant la première année, c'est là, en fait, il y a une mauvaise surprise. Oui. Voilà, donc l'époux va... Il faut dire que le couple est bercé de pas mal d'illusions. On voit des films et tout ça, donc on a plus l'impression que ça va être la belle vie et voilà, tout ça. Exactement. Et ça, justement, on revient encore à la mauvaise préparation du mariage. On est baigné dans des romances, etc. Et on est loin de la réalité. Alors qu'en fait, si on se prépare assez, on va être beaucoup plus à l'aise avec le mariage et avoir beaucoup moins de conflits et de problèmes. Exactement. Maître Benamani, c'est vrai qu'il y a plus de mariages et les causes sont souvent... Il y a plus de mariages ou de divorces? De divorces. Les plus deux. de mariages, donc plus de divorces. Alors, je vais rebondir sur la même... Il faut revenir vers les causes pour comprendre pourquoi on en est là. Effectivement, la vie rose du mariage qu'on nous montre ces dernières années dans les films turcs, je crois que c'est ce qui est plus tendance en ce moment. À notre époque, c'était brésilien, maintenant c'est turc. Donc, on se précipite, les jeunes n'ont pas cette maturité du mariage. On ne parle pas de maturité d'âge, mais vraiment de maturité de préparation à ces mariages qui peuvent engendrer des problèmes. Nous sommes heurtés, qu'on le veuille ou non, à des obstacles durant les années ou la première ou la deuxième année de mariage qui font que ces deux personnes qui se sont unies pour le meilleur et pour le pire, qui se sont unies pour la vie,
se heurtent à des obstacles qui font que ça laisse place que cette union se brise et laisse place à un divorce, qui est réellement un véritable constat d'échec pour les conjoints. Et encore plus quand il y a des enfants, parce que quand il n'y en a pas, les deux conjoints choisissent d'avoir une meilleure vie, chacun de son côté, et espèrent toujours retrouver... En quelque sorte, ils oublient le passé et puis c'est un nouveau départ. Oublier peut-être pas, mais ils se préparent à un nouveau départ, contrairement à la présence d'enfants qui fait que les choses se compliquent et que les conséquences et les séquelles sont réellement là. Et on reste attaché toujours à l'autre personne avec laquelle on a divorcé. Parce qu'il y a l'enfant. Forcément, voilà. Oui, parce qu'il y a des enfants, donc on ne peut pas occulter cette vie à deux, il est clair, mais on peut passer à une étape supérieure en essayant de faire au mieux pour que le divorce se passe mieux que le mariage. Voilà. Exactement. Ça se prépare aussi, le divorce, ça s'étudie et ça se prépare. Et aujourd'hui, on va essayer de donner des conseils par rapport à ça. Et justement, quand le mariage se passe mal, première année, deuxième année, on va dire que ça se passe mal, on se dit que peut-être avoir un enfant est la meilleure solution pour essayer de rétablir la communication ou pour donner un nouveau souffle à ce mariage. Et ce n'est pas réellement justement là c'est une erreur, là c'est une très très grande erreur parce que les enfants ne sont pas là pour solutionner nos problèmes, bien au contraire, on doit d'abord trouver un terrain d'entente avec l'époux, l'épouse, savoir d'où viennent nos problèmes, comment les régler, parce que la parentalité aussi ça se prépare, on doit être prêt à accueillir l'enfant. Comment peut-on accueillir l'enfant dans une ambiance délétère, dans une ambiance peut-être de violence, dans une ambiance de conflit? Et là au contraire, parfois malheureusement la venue des enfants ne fait compliquer les problèmes. Exactement. Alors, on va revenir un peu sur les formes du divorce qui existent chez nous. Maître La législation algérienne prévoit 3 voire 4 types de divorce. De 48 à l'article 54, voilà, nous avons le divorce du propre chef du mari, donc c'est une répudiation, appelons ça comme ça, donc maquillée, mais bon, c'est le mari qui décide de divorcer sans pour autant présenter de faute de l'épouse. Souvent, le magistrat ordonne un dédommagement, une compensation financière s'il pense que ce divorce a été abusivement utilisé. Nous avons le consentement mutuel des deux époux et ça se passe un peu mieux, on va dire. Et puis, il y a le divorce demandé par l'épouse pour des raisons édictées dans l'article 53. Elles sont très claires, très précises. Il faut vraiment répondre à une de ces conditions. Donc, soit le mari qui s'absente plus d'une année sans raison, non paiement de pension alimentaire, un délit ou une infraction commise qui déshonore la famille. Enfin, il y en a beaucoup, il y a 8 ou 9 cas. Et puis, nous avons el khol, communément appelé el khol, c'est l'épouse qui décide de divorcer en proposant une compensation financière également. Elle se libère de ce mariage en versant la dot qui lui a été remise au moment du mariage. Voilà. Les 4 cas de figure se passent exactement de la même façon. Une requête est enregistrée auprès du tribunal, puis notifiée à la partie adverse. On reçoit par la suite des séances de conciliation. Ça n'excède jamais les 3 mois, cette procédure, et ça finit par un jugement qui est automatiquement enregistré à l'état civil. Alors pendant ces périodes, justement, ces séances de conciliation, est-ce qu'il y a des couples qui font marche arrière et qui se disent non, finalement peut-être qu'on peut continuer ce mariage et qu'on a pris peut-être trop vite la mauvaise honnêtement, décision? J'aimerais vous dire le contraire, mais non. Parce que les magistrats, malheureusement, ont un nombre incroyable de dossiers à gérer qui ne sont pas du tout dans un endroit adapté pour écouter les gens, que les gens sont stressés, pressés, on ne nous donne pas assez le temps, il n'y a pas la présence de psychologues ou sociologues. Et vraiment, il faudrait créer une cellule pour alléger ces magistrats et donner réellement une chance à ces couples de revoir leurs décisions. Peut-être des séances avec un thérapeute de famille pour essayer et avoir son rapport par rapport au couple. Tout à fait. Et puis après prendre la décision. C'est le but même d'une conciliation, mais on ne peut vraiment pas aboutir sur une conciliation dans ces conditions. Donc très très peu de couples reviennent en arrière à ce moment-là. Et justement, tous les divorces, est-ce que pour tous les divorces, la garde des enfants, c'est les mêmes
que ce soit la femme qui demande le divorce ou que l'homme demande le divorce, la garde des enfants ne change pas. Justement, il faut le préciser, beaucoup de femmes ignorent qu'elles auront la garde de leur enfant à 99%. Elles pensent qu'en demandant le rôle, elles perdent cette garde et vraiment, ça bloque beaucoup de femmes dans cette démarche. Alors que le droit de garde est à vraiment un pourcentage très élevé remis à l'épouse, à l'ex-épouse, sauf s'il y a réellement un problème de son côté. Et il n'y a vraiment pas à discuter de cela. Et la loi réformée en 2005 octroie aussi la tutelle. Donc il n'y a vraiment plus de problème d'attachement avec l'ex-époux pour avoir des documents ou faciliter la vie de tous les jours. Voilà, au quotidien. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. D'accord. En parallèle, un droit de visite est octroyé à la personne qui n'a pas le droit de garde, le père. Et le droit de visite, c'est un week-end, c'est le week-end, oui? C'est tous les week-ends en général, quand ce n'est pas par consensus mutuel, parce que dans ce cas-là, on peut choisir les horaires et les journées qu'on veut. Donc les parents peuvent se mettre d'accord sur la garde de l'enfant. S'ils décident par exemple de faire une semaine chez papa, une semaine chez maman, c'est possible de le faire? C'est très possible, mais c'est rare parce qu'en général, les divorces qui se passent unilatéralement finissent toujours par amplifier les problèmes, et donc on essaye d'adapter des horaires prévus par la loi qui sont le vendredi et le samedi. Avec bien sûr la nuitée, sauf quand c'est des enfants vraiment en bas âge, et voilà. Et puis les vacances aussi, la moitié des vacances, première partie au papa en général qui n'a pas la garde, deuxième partie à maman, les journées fériées de 2 jours, l'Aïd et tout, c'est pareil, moitié. Voilà. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on parle de divorce et de son impact sur les enfants. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez témoigner, nous apporter vos témoignages, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'inscrit juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors quand la décision est prise par les parents que c'est le moment de divorcer, de se séparer, comment parler de la séparation aux enfants? Comment leur dire que voilà, papa et maman se séparent, divorcent? Très bien. Donc tout d'abord, je voudrais juste rebondir ce qu'a dit madame par rapport à la conciliation. En fait, il y a 2 volets. Tout d'abord, avant d'arriver au divorce, en fait, on manque de cette culture de consulter un psychologue, de consulter un thérapeute, un sociologue. Et donc, en fait, on laisse les problèmes s'accumuler. Et donc, les problèmes explosent durant le divorce. Donc, on a par exemple la maman qui va consulter un médecin légal dans le cadre de violences conjugales. Mais on voit qu'avant, il y avait des étapes avant d'arriver là. Et puis, il y a la conciliation qui nous manque vraiment en Algérie, on devrait vraiment se pencher dessus parce que peut-être que ça réglerait beaucoup de problèmes. Maintenant, le mariage se prépare et le divorce se prépare aussi. Maintenant, c'est un peu socialement, peut-être qu'on a un peu du mal à accepter encore ce concept, mais oui, bien sûr, le divorce c'est le dernier recours, mais il est là. Donc le fait est là, donc il faut préparer qui? Les enfants. Et justement, le souci en fait, c'est que souvent, ce sont les parents qui sont centrés envers eux-mêmes et qui ont du mal à gérer ce divorce. Il y a une ambiance délétère, il y a une ambiance négative. Et en fait, les parents ont peut-être du mal à gérer leurs émotions, ont un peu du mal à gérer cette stigmatisation sociale du divorce et ne sont pas assez centrés sur leurs enfants. Donc il faut vraiment préparer l'enfant, et pour préparer l'enfant, il faut être centré sur lui, gérer ses émotions en tant que parent et être centré sur l'enfant. En général aussi, on se dit, bon, on me dira après aux enfants, maintenant c'est une affaire de grands. Juste. Après, on en parlera aux enfants quand le moment arrivera. Exactement. Ou même quand le moment arrive, on dit, bon, ça y est, demain papa il part. Voilà. Et voilà, alors qu'on devrait plus prendre le temps de parler avec lui. Et là, c'est une erreur parce qu'en fait, c'est l'enfant, il est au centre de ce divorce. C'est lui, en fait, le point de départ. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écouter l'enfant. Écouter ses besoins, lui expliquer, bien sûr selon son âge, selon sa compréhension, et prendre une position positive par rapport au divorce et non pas négatif. Oui. Sur ce point-là, on pourrait revenir un peu en arrière parce que les causes de ce divorce nous mènent à voir le résultat de ce divorce dans chaque couple. On peut résumer en 2 parties ces causes-là. Il y a des causes liées aux questions endogènes, donc émanant du couple lui-même, donc des problèmes réellement de couple. Puis il y a des causes exogènes qui viennent du milieu social, culturel et environnemental. Là réside la différence. Un couple qui a réellement des problèmes de couple
ne peut pas regarder au-delà de ses problèmes à lui. Là est le problème. Donc la première année, voire la deuxième, est vraiment cruciale pour l'adaptation de l'enfant au divorce et des parents aussi. Donc souvent, les parents n'ont pas cette force émotionnelle, psychologique, mentale à donner de soi pour l'enfant, alors qu'à ce moment-là, et les parents et les enfants ont besoin d'équilibre. Le stress n'est jamais arrivé à son paroxysme autant qu'à cette période-là. Donc vraiment période cruciale selon l'âge et le sexe de l'enfant également. On va encore en parler un petit peu plus. Nous avons reçu un appel. Nous avons Sissi qui nous appelle de France. Bonjour Sissi. Oui, bonjour. C'est pas Fifi, c'est Fifi. C'est Fifi, F-I. Fifi. Ah, Fifi. Bonjour Fifi, Oui. pardon, je m'excuse. Alors, vous voulez nous poser allez des bien questions? Très bien, merci. Et vous? Alhamdoulilah, ça va? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, le sujet vous intéresse. Alors, vous voulez témoigner ou nous poser une question? Non, je voudrais témoigner et en même temps avoir des réponses à une de mes questions. Bien sûr, allez-y, on vous écoute. Alors moi, je suis venue, j'étais en Algérie, je travaillais, j'avais une belle fonction, Oui. j'avais tout ce qu'il fallait. Mon mari m'avait incité à venir en France parce que ma mère était française. Donc moi, je suis venue tout naïvement et dès qu'il est arrivé ici, il a eu ses papiers, il est parti. D'accord. Il m'a divorcé, du moins. Il m'a répudié. D'accord. D'accord. Et Voilà. D'accord. Donc, dès qu'il a eu ses papiers, une fois que les papiers ont été faits, dès qu'il a eu sa nationalité, il vous a répudié. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez des enfants ensemble? Non. D'accord. Non. Et quelle est votre question, justement? Eh ben, il m'a attaqué en justice en cachette, D'accord. en Algérie. D'accord. Pour? Et moi, je ne le savais même pas. Et il était toujours avec moi à la maison. D'accord. Et il a eu ses papiers le 4 septembre. Ça remonte à assez longtemps. Et 5 jours après, il m'a étranglé, il m'a battu, voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez porté plainte à votre tour? Non, je suis partie déposer plainte, mais ils m'ont dit que c'était pas possible pour maintenant, parce qu'il faut attendre que peut-être les relations vont reprendre et tout, et voilà, et ça n'a rien donné. Et du coup, quelle est votre question exactement? Eh bien, je comprends pas pourquoi il m'a répudiée, parce que moi je travaillais ici, voilà. Et lui, en fait, il avait rencontré une autre femme en Algérie, puis voilà. D'accord, très bien, très bien. Merci en tout cas Fifi pour votre témoignage. On va Oui. un peu expliquer aussi votre situation avec Maître Yasmine. Voilà. Merci beaucoup, merci Fifi. Donc il l'a répudié, il a tout à fait le droit de la répudier. Je suis désolée Oui. pour la dame, mais c'est un des types de divorce. Malheureusement, il n'y a pas besoin de raison pour répudier son épouse. Il est clair que ce monsieur avait peut-être des raisons et des intentions derrière, mais il a dû la notifier en Algérie. Il y a des moyens frauduleux pour essayer de notifier à notre domicile. Elle n'était pas au courant, c'était le but, parce qu'il voulait avoir le temps de préparer ses documents en France. Et pour ce qui est de la violence conjugale, elle peut tout à fait aller déposer plainte avec un certificat médical en France, vu que les faits sont déroulés en France. Pour autre chose, elle a été répudiée, il n'y a pas d'enfant, elle n'aura droit ni à une pension, ni elle aura au plus l'Aïda, Nafaqat l'Aïda, et voilà. D'accord, très bien, merci pour la réponse. J'espère que ce sera un petit peu plus clair pour Fifi. Et si vous aussi vous avez en tout cas des questions ou vous voulez témoigner dans l'émission, aujourd'hui on parle de divorce et de son impact sur les enfants. Donc une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On prendra un plaisir en tout cas à répondre à vos questions et à recevoir vos témoignages. Donc on parlait des enfants et aussi de l'annonce qu'on doit faire aux enfants. Est-ce qu'on doit être présent, les deux parents doivent être présents pour annoncer la nouvelle aux enfants ou c'est l'un des deux parents qui doit le faire? Comment que ça se passe? Comment on organise cette annonce?
Maintenant, ça va dépendre du divorce lui-même, parce que parfois il y a des cas de divorce très très difficiles qui surviennent dans le cadre de violences conjugales, par exemple. Donc parfois, très très souvent, c'est la maman qui annonce. Voilà. Donc, et j'ai un cas très très qui m'a vraiment émue. C'est une maman qui a annoncé en fait le divorce à sa fille. Et en fait, elle expliquait à sa fille, c'était dans le cadre de violences conjugales, et elle expliquait à sa fille en fait que grâce à ce divorce, elle allait avoir une meilleure relation avec son papa, qu'elle allait voir beaucoup plus souvent son papa, qu'elle allait vivre une vie plus équilibrée. Donc vraiment, c'était une façon très très optimiste, sur la communication, très 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 sage. Oui. Et c'était inné en fait, parce que ces mamans, elles n'étaient pas forcément prêtes. Elle n'avait pas les compétences sociales en communication, mais elle avait cette sagesse d'expliquer cela à sa fille. Et donc là, quand il y a une communication comme ça, l'enfant ne peut être que vivre, il ne peut que vivre mieux cette séparation. Maintenant, s'il y a une entente entre le papa et la maman, donc l'idéal c'est que le papa et la maman s'asseyent avec les enfants, leur expliquent en fait, oui, il y a un divorce, c'est entre deux adultes, mais que ça n'entrave en rien. C'est le couple qui divorce et ce n'est pas les parents qui divorcent. Ce n'est pas les parents et ça n'entrave en rien l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, bien entendu. On va continuer, on a un autre appel, on a Fatiha qui nous appelle d'Alger. Bonjour Fatiha. Allô, bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien? Bonjour l'équipe de Ma Famille, Ma Vie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste éteindre ou vous éloigner de votre téléviseur parce qu'on s'entend derrière? S'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Juste diminuer le son de votre téléviseur. D'accord, ok. Merci. Ok, merci. Voilà. Ça va comme ça? Ça va, on va dire que ça va. Alors, vous avez une question, un témoignage? Oui, non, je dois poser une question. D'accord, allez-y, on vous écoute. Voilà, écoutez, mon fils, ça fait des années qu'il est divorcé. Oui. Et c'est lui qui est sorti de chez lui. D'accord. Voilà, il lui a tout laissé, même son linge. D'accord. Voilà, il lui a même pas donné même ses costumes et tout. Ouais, zéro. D'accord. Voilà. Et c'est elle qui a demandé le divorce. D'accord. C'est lui qui a demandé le divorce. Il faut au tribunal. Au tribunal, ils ont fait ça à l'amiable, si on veut dire, voilà. D'accord. Voilà. Et quelle est votre question? Du moment qu'il a laissé, il a laissé ses enfants et leur maman chez eux. Voilà, quand les mamans, moi je ne peux pas jeter mes enfants dehors, je préfère en sortir. Ils n'avaient pas où aller, ils n'avaient pas où aller. Oui. Ils n'avaient pas où aller. Il a pensé à ses enfants. Il a vécu dehors. Il a vécu dehors, mon Dieu. Et c'était une grande personnalité, Yannis, c'était pas un voyou. Voilà. Et aujourd'hui? Et on lui a demandé la pension de ses enfants. Et du moment qu'il a abandonné il a laissé ses enfants chez eux, pour ne pas qu'ils ressentent que leur père les a rejetés c'est un enfant. Mon fils, c'est pas parce que c'est mon fils. Il est très gentil, il a été bien élevé. Mais justement, ça se voit. C'est la réaction qu'il a eue. Il est fier et vous devez être fier aussi parce qu'un homme qui va laisser ses enfants, alhamdoulilah, oui. On n'est pas des gens comme ça. Non, on ne jette pas nos enfants. Il a accepté de dormir sur les trottoirs, sur le carton. Là, dehors, en hiver, en été. Mais pas abandonner ses enfants. Et voilà. Surtout qu'il avait, parmi ses enfants, il y avait une fille. Oui. Alhamdulillah. Et bien, pendant des années, madame, elle prend, je crois, 20 000 dinars pour le loyer. Oui. Je veux savoir si elle avait droit ou si elle n'a pas droit. D'accord, donc le loyer, et elle prend pour le loyer et pour la pension alimentaire des enfants, c'est ça? Exactement, c'est ce que la loi lui a donné. D'accord, on va essayer de répondre à votre question. Et attendez, oui, cette maison-là, c'est au nom des deux époux. D'accord, très bien.
ماشي غير زعما عشان هي لا لا. D'accord. Donc c'était le domicile c'est un de... logement social, mais apparemment il fallait que ce soit le couple. D'accord, très bien. Voilà. Moi je pense qu'elle n'a pas le droit de prendre 20 000 dinars. D'accord. On va essayer de... Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il peut faire. D'accord. Maître Benamani va essayer de répondre à vos questions et vous éclairer. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Et des hommes comme votre fils, c'est rare d'en voir. Et Allah يبارك عليه. Et فحل والله غير فحل. يعطيك الصحة. Merci. Maintenant, على بالك لا خدمة لا والو، c'est un haut cadre. الله يبارك. Et puis, نقول لك حاجة, c'est une sorcière. والله, il faut me croire. Merci Il en faut tout me cas. croire, hein. Oui. On a été même voir avec la sorcière l'idée des trucs. On va essayer de répondre en tout cas aux questions que vous posez par rapport au domicile, par rapport à la pension. Merci en tout cas Fatiha pour votre témoignage, plein d'émotions. Et c'est clair quand son fils est dans cette situation. On peut que comprendre la réaction d'une mère qui voit son enfant comme ça brisé par un divorce, parce que ça ne touche pas que les enfants, il faut le préciser. Et ça ne touche pas que les femmes, ça touche les hommes également. Cet homme a fait le choix de laisser ses enfants à l'abri du besoin dans leur propre domicile pour ne pas les impacter plus que déjà prévu par le divorce. Donc c'est honorable. Il n'était pas obligé de le faire. D'après ce que j'entends, le domicile est au nom des deux époux. Ils auraient pu faire le choix de vendre le domicile et que chacun prenne sa part. Mais je pense qu'il a bien réfléchi, qu'il ne voulait pas déstabiliser ses enfants. Après, payer une pension plus donner l'appartement, c'est peut-être trop pour lui parce qu'il est appelé à refaire sa vie également, il doit avancer. Et il y a des solutions pour cela. Il pourrait revoir ce montant déjà chez un huissier sans aller vers un tribunal. Puis si madame ne veut vraiment pas entendre raison, il y a des moyens pour justement l'obliger à ne plus réclamer cette pension. Voilà. Donc la procédure maintenant à suivre, c'est d'aller voir d'abord un huissier. Il pourrait lui exposer la déjà situation. faire un constat pour voir que cette dame et ses enfants vivent toujours dans le domicile conjugal et qu'une pension est payée, pour que justement ce constat pourrait l'aider dans l'avenir à ne pas être instruit en procédure de non-paiement de pension, parce que s'il cesse de payer cette pension et qu'il est appelé par tribunal avec dépôt de plainte pour non-paiement de pension, il risque la prison. Donc pour éviter cela, un constat en amont pour pouvoir se préparer à d'éventuelles surprises. Voilà. C'est pas toujours évident pour les grands-parents. Pour aussi gérer la situation, on a notre enfant, on l'a vu dans le témoignage, notre fils ou notre fille qui est en train de vivre ce bouleversement. Et on ne comprend pas forcément. Les grands-parents ont aussi leur part de responsabilité dans les mots qu'ils choisissent pour parler il faut que les grands-parents aussi savent parlent correctement de la personne qui n'est plus avec... oui, complètement. Surtout pour les enfants. Il ne faut absolument pas choisir de remonter les enfants contre l'autre parent. C'est une erreur, ça arrive très souvent malheureusement. Les parents n'ont pas cette intelligence de faire la part des choses, de ne pas entraîner leurs enfants dans des conflits qui ne mènent à rien. Donc montrer aux enfants aussi qu'il y a une entente entre les parents peut les aider à aller mieux. Voilà. Et beaucoup d'amour, beaucoup d'affection guérissent vraiment très facilement les enfants, parce que les pédopsychiatres, après beaucoup d'études, arrivent à la conclusion que les enfants s'adaptent beaucoup mieux que les adultes aux situations de divorce. Beaucoup, c'est une délivrance. Je tiens à le préciser, on parle que de l'aspect négatif d'un divorce, mais ça peut être vécu comme une délivrance et pour les parents et pour les enfants aussi. Voilà. Alors on parle de divorce aujourd'hui. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir que nous propose notre journaliste Yasmine Blehidja, et on revient pour continuer à discuter. الدراري اللي عايشين مع لي بارون متلقين دائما تخصهم حاجه الاولى هي الحنان، ما عندوش من الام ومن الاب. والحاجه الثانيه ما يروحوا طريق معوجه، ما يقراوش، يروحوا المخدرات، يروحوا طريق معوجه، ماشي كما يكون الاب والام. يكونوا تخيست، يكونوا يتوحشوا لي بارون بزاف، تكون قرايتهم ضعيفه، يكون المستوى تاعهم صافا في القرايه، يكونوا يعني
هكا توجور تخيست يبكوا كاباب يكونوا يبكوا على لي بارون تاعهم. سي با فاسيل يعني بوغ لي زونفون ماشي حاجه سهله عليهم في قرايتهم في معيشتهم في كلش سورتو كيسقسيوك يقولوا راه بابا وراه منا ناس كامل عايشين كيف حنا لا المجتمع كله واعر وكان ما يكونش البابات اللي يوقف مع ولادو ما كاينش اللي يوقف له معاهم كيشوف الطفل الاخر عنده كلش هو ما عندوش يحس روحوا بسيكولوج ولازم تي اوبليجي باسكو ماشي حاجه سهله سورتو كيشوفوا الاخرين عايشين لي بارون تاعهم كيف ما باينه بلي راح يتاثروا هما نفسيا يتاثروا. تي ميو تعيش مع باباها باش تعطيه الحنان شويه كي انا نضربها كنعيط عليها تروح لبابا مي كي تالمو عشت معاها انا ماما انا بابا مسكينه تالمو خلاص ماما سي بون موا جي بابا سي توا تو ابخي خلاص والفت اختو هكا كي يديروا لا فامي يجيو لا فامي تقولي ماما تسي هذيك جات باباها هذيك جي مي واش نقولوا قلت لها معليش ماما مع لو طون بشويه سي فغي صعيبه بلا بابا مي واش راح نديروا كل واحد كيفاه مكتوب حكمها من الشوك من باباها اللي ديابيتيك والسوف مسكينه مي صافا الحمد لله. لازم يوقفوا معاهم يديروا بسيكولوج يهضروا معاهم يفهموهم يقولوا لهم بلي نورمال الناس كامل هكذا كاين ظروف الله غالب ظروف يلحقهم لهذيك الوقت هذاك. Et oui, il faut en parler aux enfants et il faut répondre à leurs questionnements. Alors aujourd'hui, on parle de divorce et de son impact sur les enfants. Donc si vous voulez nous poser des questions, témoigner, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, on l'écoutait pendant le micro-trottoir. Il faut parler aux enfants, il faut parler d'accord aux enfants, mais qu'est-ce qu'il faut dire ou surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux enfants? Très bien, donc je voudrais juste avant cela rebondir un petit instant sur le témoignage de la dame, sur son fils, etc. Donc en fait ça existe dans la société algérienne, il y a des parents qui sont divorcés mais qui vivent encore sous le même toit. Bien sûr, qui ne partagent pas le même espace, hein. Mais par exemple le père est en haut, la mère est en bas, donc ils sont dans deux étages différents et nous connaissons quelques cas comme ça, tout simplement parce qu'ils se sont dit on va privilégier en fait le bien-être des enfants. Mais pour cela, bien sûr, il faut une entente, il faut une sagesse des deux parents, une décision commune, etc. Et souvent, on le voit souvent, on a un parent qui est sage et l'autre moins. Et c'est ça, en fait, qui complique un peu les choses. Donc, pour revenir au côté social, en fait, le divorce ne concerne pas que, comme vous l'avez si bien dit, que la maman, le papa et les enfants, il aussi concerne tout l'entourage social. C'est-à-dire qu'il y a les grands-parents, il y a les tantes, il y a les oncles, et parfois il y a une stigmatisation du divorce, donc l'un des parents est forcément mauvais, etc. Il y a une implication négative de la grande famille. Et là, ce qu'on encourage justement, qu'il y ait une position positive, qu'il y ait une implication positive des tantes, des oncles, des grands-parents, même les parents, c'est pas que les parents qui communiquent bien, c'est aussi les grands-parents qui doivent bien communiquer avec leurs enfants. Donc là, on ne peut pas extraire ce divorce, cette petite famille de la grande famille. Donc je tenais vraiment à dire ça. Et puis voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ton père, il n'est pas bien. Et ça, ce qu'on voit très très souvent dans les divorces, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, comme on dit en arabe classique, etc. Donc voilà, on va éviter, quelle que soit la situation, même si elle est catastrophique. Donc on va éviter toute forme négative de communication. Donc les compétences en communication, c'est très très important parce que ça va impacter en fait l'enfant beaucoup plus que le divorce en soi. Parce que nous en fait on parle de conséquences du divorce sur l'enfant, mais on ne parle pas, on dit que les enfants sont victimes du divorce, mais très souvent les enfants sont victimes de la mauvaise gestion du divorce. Et justement mauvaise communication avec l'enfant, donc surtout pas dire des choses négatives sur l'autre parent, expliquer, sensibiliser, faire comprendre les choses à l'enfant, lui faire comprendre la situation et toujours avec une position des mots positifs. Voilà. C'est vrai que l'annonce est souvent porteuse de bouleversement. Même quand ça se passe bien, même quand c'est un divorce à l'amiable, les enfants, il y a des répercussions sur les enfants. Forcément, il y a un premier changement très important, c'est le domicile. Donc souvent, l'un des parents part ou bien on change de maison. C'est tout un changement pour les enfants, peut-être les écoles, l'entourage avec qui ils vivaient, des habitudes. Donc il y a un père, je n'ai pas envie de dire souvent,
mais c'est le mot, souvent égoïste, parce que la personne qui détient la garde ses enfants toute la semaine. Un père absent par égoïsme ou par manque d'intelligence ou par faiblesse seulement, peut vraiment apporter des dégâts sur l'enfant qui ne comprend pas pourquoi son papa ne vient pas le voir, qui ne comprend pas que peut-être son papa souffre lui aussi de ce divorce, mais il doit trouver cette force et réagir en prenant en considération l'importance de sa présence dans la vie de ses enfants et puis l'importance de ses enfants dans sa vie à lui. Aussi, il faut faire accepter aux enfants que les parents peuvent refaire leur vie et qu'ils doivent respecter ce choix et qu'ils doivent vivre avec ce choix, avec les nouvelles personnes qui rentrent dans leur famille. Une famille recomposée, c'est beau. Il faut leur apprendre ça, c'est un partage d'amour. Il y a des difficultés, mais il faut apprendre justement à dépasser ces difficultés et se redonner une chance dans la vie. Voilà. Justement, quand l'un des deux parents refait sa vie, quand la femme... C'est rare chez nous. Je pense que c'est rare. Ce n'est plus aussi rare. C'est plus aussi rare. Ce n'est plus aussi rare. Quand la maman maman décide de se remarier, est-ce qu'elle perd la garde de ses enfants? C'est l'idée qu'on a tous. C'est l'idée que tout le monde a. On pense qu'on ne doit pas se remarier justement parce qu'on nous enlève nos enfants. Ce n'est pas ça. Le texte de loi n'a pas changé en vrai. Et il y a 10 ans, je dirais que oui, à 90%, dès que le papa réclamait par le biais d'une procédure de faire déchoir la maman de son droit de garde, il réussissait à l'avoir parce que, sous prétexte qu'elle refaisait sa vie, bon, quitter l'Algérie pour aller dans un autre pays, je peux comprendre parce qu'on empêche cet enfant de garder des liens avec son père et donc le droit de visite ne peut pas être respecté. Par contre, pour refaire sa vie, aujourd'hui, ce même texte de loi est, on va dire, appliqué d'une façon différente. On prend toujours en considération les besoins et l'intérêt de l'enfant. Donc, qu'une maman refasse sa vie avec une personne qui peut apporter du positif, que ce soit un équilibre pour cet enfant, eh ben, on n'enlève pas cet enfant à sa maman, chose que beaucoup de mères ignorent et elles se sacrifient pour cause. Voilà. On ne le savait pas. Sincèrement, personnellement, je croyais qu'on restait toujours sous la même idée. Ça reste à la libre appréciation du magistrat, que ça soit clair. Mais si on apporte assez d'éléments... De preuves, oui. Bien sûr, d'éléments pour prouver que cet enfant ne manque de rien, émotionnellement parlant, physiquement parlant, mentalement parlant, il n'y a aucun souci. Et souvent, les enfants vivent très bien cette nouvelle vie. Voilà. Donc, si je peux me permettre, on a cette stigmatisation sociale que le père qui se remarie, la belle-mère, c'est une méchante, que si la mère se marie, elle va abandonner ses enfants, alors que ça peut être, comme vous l'avez si bien dit, tout à fait le contraire. Je connais énormément de belles-mères qui sont adorables, qui sont très pas forcément impliquées, des marâtres. Voilà, c'est péjoratif de toute façon, des marâtres. Exactement, et qui sont très impliquées pour le bien-être de l'enfant. Donc, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit maintenant. Alors, il y a une dame qui me racontait en fait que son mari était divorcé, qu'il avait 2 enfants et qu'en fait la maman ne s'occupait pas des enfants quand ils étaient petits. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené des enfants au sein du domicile familial, mais elle n'a pas isolé leur mère. Au contraire, elle a tout fait pour qu'il y ait elle a tout fait pour impliquer exactement leur mère donc naturelle et biologique. Et maintenant les enfants ont grandi, ils sont très très équilibrés, ils sont grands maintenant et il y a d'excellentes relations entre la mère, la belle-mère et le papa, donc ça c'est l'idéal pour nous. Nous restons optimistes quand même sur ce point. Je pense que nous partageons cet avis. C'est peut-être pas généralisé, mais nous avançons vers cette entente de famille recomposée. Justement, c'est à nous, avocats, sociologues et psychologues, un peu d'intégrer ces concepts-là, ces compétences en communication, ces compétences sociales, cette conscience de soi, cette conscience que le bien-être de l'enfant vient avant tout, en fait. C'est une formation qu'on doit... Et puis, ce qui aide, il y a cette mondialisation, cette modernisation, cette urbanisation qui fait accroître ce sentiment de légitimité de refaire sa vie et puis de faire accepter à l'enfant l'autre parent. Voilà. C'est pas toujours évident. On a des enfants aussi qui culpabilisent, qui croient que si papa et maman se séparent, c'est à cause de voilà. J'ai fait une bêtise, bon, c'est pour ça que papa il est parti, voilà. Donc comment ça dépend de l'âge justement. Moi j'aurais réparti, Madame la sociologue, je pense confirmera à me dire, elle est plus apte à le faire. Il y a
on va séparer les tranches d'âge. Là, la différence entre 2 et 5 ans, l'enfant est très jeune, il ne perçoit pas très bien ce qu'est un divorce. Pour lui, le monde tourne autour de lui. Il manifeste sa colère en étant plus agressif, en général, sans trop dire ce qui se passe. De 5 à 9, les enfants comprennent assez ce qu'est un divorce. Et là, ils s'en veulent à eux. Et ils en veulent aux parents aussi. Ils ont cette audace d'en vouloir même aux parents parce qu'ils comprennent mieux. Ils pensent qu'ils sont fautifs. Ils ont cette déprime, cette tristesse en eux qu'ils comprennent à cet âge-là. Au-delà de 12 et plus grands encore, ils ont moins besoin de leurs parents, ils sont plus autonomes et ça les impacte moins. Je ne parle pas de tous les cas, bien évidemment, mais ils sont moins impactés. Ça peut quand même se refléter dans leur vie future, peut-être leur relation avec les autres personnes. En fait, de 5 à 9 ans, l'enfant il est plus conscient de lui-même et plus conscient de sa position sociale. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une certaine culpabilité, etc. Maintenant, si l'enfant se sent coupable, c'est peut-être que les parents n'ont pas assez bien communiqué avec l'enfant. Donc on revient toujours à la communication, aux compétences sociales, d'aider l'enfant à s'intégrer dans ce milieu social, à s'intégrer dans nouvel environnement social et en fait d'écouter l'enfant. Parce que si on encourage l'enfant à nous parler, si on l'écoute, il va se confier à nous. Donc on va un peu corriger certaines pensées qu'il a à propos du divorce. Et puis on n'enquête pas sur le deuxième parent parce qu'on risque de tomber dans le conflit d'intérêts et demander à chaque fois qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end avec papa, qu'est-ce qu'il a fait, trop de questions où on enquête un petit peu et là l'enfant va se sentir un peu utilisé. Voilà. Oui. L'instrumentalisation de l'enfant, c'est exactement ça et c'est l'erreur à ne pas faire. Laisser cette liberté de vivre ce qu'on a à vivre chez l'autre parent, lui faire confiance, baliser mais tout en faisant confiance. Donc en fait ici on demande juste un feedback de l'enfant juste pour voir s'il est bien, pour encadrer en fait ses relations avec son papa, ses relations peut-être avec la famille du papa ou de la maman par exemple, mais c'est des feedbacks pour aider l'enfant et l'encadrer. Des retours mais pas des questions comme vous l'avez dit pour qu'il sente qu'on est en train de le manipuler ou bien on veut en savoir plus, etc. De toute façon l'enfant va sentir, l'enfant va sentir. C'est vrai que ce serait le mettre aussi dans une position un petit peu délicate où il devra choisir entre papa et maman. Et c'est vrai qu'on ne donne pas trop le choix pour l'enfant parce que c'est lui dire, voilà, c'est qui ton préféré alors qu'on n'a pas de préféré. C'est comme une table, on enlève un pied, on perd l'équilibre. Oui. C'est à peu près ça ce qui se passe. On peut demander ça dans le cas où l'un des parents, enfin la maman en général, qui refait sa vie, si l'enfant est en âge de parler, de s'exprimer et de comprendre, un magistrat peut demander une petite instruction avec l'enfant pour voir où il préférerait résider. Ça reste pour le bien de l'enfant, donc c'est tout à fait accepté. Mais idéalement, quand on applique la loi, on ne laisse pas trop le choix à l'enfant. Et personnellement, je suis pour cette garde partagée avec beaucoup de souplesse, faire qu'on n'ait pas besoin d'un bout de papier pour appliquer ce genre de visite. La maman devrait être souple sur cette question et laisser ouvertes les portes au papa. Et de son côté, le papa devrait s'impliquer un peu plus. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des papas aussi qui abandonnent. On va dire qui peut-être divorcent de leurs enfants aussi. On divorce peut-être de son conjoint, mais pas de ses enfants. Oui, exactement. Donc il y a des cas où en fait les parents ont divorcé de leurs enfants et des années plus tard, donc ils se sont remis en cause, ils se sont rapprochés de leurs enfants. Il y a des cas comme ça. Donc là, par exemple, la maman, elle va faire un double travail. Elle va faire un travail avec l'enfant, elle va faire un travail avec le papa, sensibiliser le papa. Parfois, le papa divorce des enfants et parfois les grands-parents restent en fait proches de l'enfant. Donc là, ça demande une certaine intelligence émotionnelle et sociale de la part de l'enfant. Aider l'enfant à ne pas être isolé justement à cause de cette situation et vraiment faire un travail d'encadrement social. Parce qu'en aucun cas, une maman ne peut jouer le rôle des deux parents. C'est faux de le dire, physiquement peut-être que oui, mais la présence d'un homme dans la vie de cet enfant, de son père, je dis bien de son père biologique, est plus qu'importante. Il s'identifie à ce père, surtout pour les garçons. Donc moi j'invite tous les papas à continuer d'être présents, peut-être plus que jamais, parce que ces enfants ne doivent absolument pas ressentir cette absence. Voilà. Et voilà, on invite aussi vraiment à faire preuve peut-être de patience et à se dire que ce n'est pas, même si maintenant le papa a divorcé des enfants, peut-être que ça ne sera pas le cas dans quelques temps. Donc faire preuve de patience et continuer à sensibiliser. Et jamais dire du mal de l'autre conjoint. Non, absolument pas. Entre les adultes. Et les laisser faire, c'est un temps de deuil que le couple doit faire, mais
pas au détriment des enfants. Exactement. Et puis la thérapie existe? Oui, oui, la thérapie existe avant le divorce, pendant le divorce et après le divorce. Ce qu'il faudrait faire, c'était préparer le mariage correctement et suivre. Voilà. C'est pas évident. Former au mariage. Déjà que des couples qui ont des problèmes vraiment importants ne vont pas vers des thérapeutes après divorce, ça m'étonne fort dans notre société, ça m'étonne fort, mais pourquoi pas? Nous sommes ouverts en ce moment vers nous nous sommes éloignés de l'enracinement de la sacralisation du mariage, de la préservation des valeurs a beaucoup changé. Donc peut-être qu'on pourrait prendre le côté positif aussi de ce changement. Exactement. Donc nous, on est en train justement de travailler ce qu'on appelle en arabe Ta'hil Zawaj. Ta'hil Zawaj, c'est quoi? C'est la préparation au mariage. C'est préparer le couple. Et on me dit souvent toujours, mais ça devrait être obligatoire. Mais ça devrait être enseigné à l'école. Voilà, moi je dis ça devrait être. Voilà, on est en train de travailler dessus. Il y a une association qu'on a reçue l'année dernière, justement, qui fait justement des séances de... Il y a plusieurs associations, même hors wilaya, qui ont commencé donc, ces formations, ces ateliers sur la préparation au mariage, où on va évoquer le côté social, le côté compétences en communication, les compétences sociales, les critères de mariage, etc. Et nous, on est en train de travailler et on est en train de faire en sorte de démocratiser cela. Donc, c'est très, très important. Ça réduirait, je pense, énormément du taux de divorce auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avons atteint, pour l'anecdote, on appelait ça à l'époque divorce à l'italienne parce que l'Italie avait remporté la palme mondiale du divorce et ils avaient même tourné un film et projeté avec le titre divorce à l'italienne. Aujourd'hui, on parle malheureusement de divorce à l'algérienne. Voilà. Malheureusement. Et on voit qu'il y a, voilà, juste une note positive, il y a de plus en plus de parents et de couples qui voient l'intérêt du thérapeute familial, du psychologue, etc. Et en fait, le tabou, il est moins important qu'avant. Parce qu'avant, c'est vraiment tabou. Maintenant, les mentalités commencent à changer. Très bien. Voilà. Merci en tout cas à vous, Madame Ebtissem. Vous aussi, vous êtes sociologue et thérapeute de famille. Merci d'avoir partagé avec nous et d'avoir participé au débat. Merci à vous. Merci Maître Yasmine Benamani, vous êtes avocate agréée à la Cour suprême et au Conseil d'État. Merci de tous les conseils que vous nous avez donnés aujourd'hui. Merci à vous. Et tout de suite, nous passons à la partie rubrique juste après ceci. مثل أرضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعيننا فلسطين انت الروح ونن العين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة حل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجله بالاصل والمرجله عن فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا هلا والله ويا هلا عشفة توقف الدنيا أكملها هلا هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة هل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا والله ويا هلا
يا حزن ما عاد تعرف سواني يا هالزمن لو ترجع بس ثواني لازرع قدامي جوا التراب فلسطينية احنا يا يما فلسطينية نشنو نشمية Et elle nous a rejoint pour sa rubrique Oui Cher. Wahida Salim Cherif est sur le plateau. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Labas, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, je disais tout à l'heure dans le pré-générique que tu allais nous parler d'un symbole que brandissent les Palestiniens pendant leurs manifestations. Je n'ai rien dit, j'ai fait un petit suspense, j'ai fait comme un, je ne sais plus comment on appelle ça sur les réseaux pour un petit peu laisser les téléspectateurs découvrir ça en fin d'émission parce que la rubrique est importante. On parle de Palestine tous les jours dans la rubrique de Wahida Salim Cherif pour bien sûr montrer notre soutien à la Palestine qui est indéfectible bien sûr, mais juste après le jingle. Alors, on va voir ce symbole à travers des photos. On commence d'abord par voir les premières photos, ensuite on va dire plus aux téléspectateurs. Donc, ces derniers temps, on a vu sur les réseaux sociaux plein de jolies photos. Des manifestants, justement, sortir avec les drapeaux déjà, et sortir avec autre chose aussi. Voilà, autre chose, il s'agit des clés. Exactement, on a vu de plus en plus de Palestiniens sortir se manifester en portant une clé en main. Voilà. Donc, et on voit aujourd'hui que tu portes une clé spéciale qui n'est pas n'importe quelle clé. Voilà, elle est symbolique. Donc la clé est l'un des symboles les plus importants de la résistance palestinienne. Donc à travers laquelle, ou lesquelles, parce qu'il y a plusieurs clés, les Palestiniens expriment leur appartenance à leur terre. Donc, et surtout, ils expriment l'espoir de retourner un jour sur leur sol. D'ailleurs, lorsqu'ils se manifestent avec les clés, ils ont des pancartes où ils écrivent « Sanaoud », on va revenir un jour. On va revenir un jour. Donc sa symbolique ne se limite pas uniquement aux réfugiés, même les habitants de Gaza, donc ils sortent avec leurs clés. Donc maintenant, en ce moment, la clé devient une culture et les artistes utilisent sur leur toile. Il y a même des des symboles qui se créent un peu dans le monde, des statues en forme de clé aussi qui sont en train de la clé est représentée un petit peu partout dans le monde quand on parle de la Palestine. Oui. On la voit brandie ou chez les artistes, elle est dessinée, elle est montrée. Exactement. Et aujourd'hui aussi, tu nous la montres et tu brandis pas n'importe quelle clé, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va le laisser suspense jusqu'à... Exactement. Et il y a même certains artistes qui ont conçu une très grande clé. Vous avez vu, durant les manifestations, là, vous voyez une dame qui sort manifester avec la clé de sa maison. C'est les clés de leur maison. Lorsque les Palestiniens ils étaient contraints et obligés de quitter leur maison, malheureusement, ils ont dû les fermer, ils ont gardé les clés. Il y a ceux qui ont gardé avec eux les papiers de leur maison, mais il y a ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre ce qu'il faut. Donc, ils ont juste pris avec eux les clés en espérant et en étant sûrs et même convaincus de revenir un jour réouvrir leurs portes avec les clés qu'ils ont pris avec eux. Et ces clés se transmettent de génération en génération. C'est-à-dire que les grands-parents vont les donner aux petits-enfants dans l'espoir de revenir un jour, ouvrir leur maison et reprendre leur terre. Donc, beaucoup de réfugiés la conservent encore, même s'ils ne sont plus en Palestine, donc même s'ils sont à l'extérieur, ils la conservent encore et toujours, dans l'espoir de réouvrir un jour et de revenir vers leur terre et vers leurs racines. D'ailleurs, cette clé, j'ai eu le plaisir de l'avoir de la part de notre amie palestinienne Tata Samia, qu'on a certainement... Elle est en appel? Non, pas encore. Mais on devait avoir justement... Ah non, elle est là, justement, elle est là, elle est avec nous, elle est en direct avec nous. Tu nous la présentes, c'est Tata Samira, c'est ça? Oui, Tata Samira Al-Hanti. Allô? صباح الخير تاتا سميرة. أهلين حبيبتي، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور، وش راكي لاباس؟ الحمد لله، نشكر جهودكم الصحافة الجزائرية ما شاء الله عليكم. تعيشي. أولاً بدنا نقول لك تعازينا الخالصة لكامل الأحباب والعائلة اللي فقدتهم في فلسطين. الله يطول عمرك يا رب. إن شاء الله شهداء عند رب العالمين. إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. تاتا سميرة، أنا اليوم عندي المفتاح اللي عطيتيه لي. وحكيت حكايته للمشاهدين تاع القناة تاعنا. ممكن أنت تحكي لنا اليوم على المفتاح هذا لو عندي اليوم؟
طبعا حكاية المفتاح بديت من 1948 الهجرة الفلسطينية اللي تهجروا شعب فلسطين من فلسطين إلى بلدان العربية. فلما خرجوا أهالينا من شمال فلسطين من حيفا، أهلي بالذات، قالوا لكل الشعب إنه اخرجوا أسبوع خارج فلسطين وراح نحارب ونرجعكم إن شاء الله لبيوتكم. فكل عيلة أخذت مفتاح بيتها، غلقت وأخذت حاجات بسيطة معاها وتهجرت إلى البلدان العربية. الأسبوع هذا قعد 75 سنة وللآن نحن حاملين المفتاح. الآن أصبح المفتاح رمز للعودة، يعني كل واحد بيمتلك مفتاح، وفعلا مفتاح بيتنا احنا بالذات. اهلي كنت اشوفه وانا صغيره هو في سوريا، والان اخذنا لان نحن رحلنا لسوريا، فسوريا قاعد عندنا المفتاح تاعنا مفتاح بيتنا في سوريا، والان اخذنا رمز هذا المفتاح اللي عندك هو رمز، مش هو نفس المفتاح، واصبح هو رمز للعوده لبلادنا. وان شاء الله ان شاء الله نرجع قريب. فكل واحد حامل مفتاح هو يعني عائدون، وان شاء الله بالمقاومه، فهو رمز للمقاومه وانه راجعين وما فرطنا في ارضنا. في بعض الدعايات الاوروبيه اللي تقول فلسطين باعوا بيوتهم، نحن ما بعنا بيوتنا، هو كانت دعايه للفلسطينيين حتى انهم امتلكوا الارض. هم طبعا كذابين. وان شاء الله هو المفتاح هذا رمز للعودة، وإن شاء الله بنعود بإذن رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. تعطي سامع هذا المفتاح تمدوه من جيل إلى جيل. أكيد هذا طبعا. أنا الجيل الثاني تاع هذه، وراح ياخذوا الجيل الثالث كمان الرمز. وين من كان عندنا صور المفتاح. يعني كل العائلات تتوالد، العائلات الفلسطينية عندها الموت ديالها المفتاح. اكيد لازلنا محتفظين بالمفتاح، بس صح هو اكبر من هذا. مفتاحنا كان كثير كبير، البيوت القديمه كان. فان شاء الله هو رمز، يعني خلص كل بيت فلسطيني بتلاقي عنده مفتاح، عنده صوره تاع المفتاح. عندنا صور، احنا نوروا للمشاهدين تاعنا صور للمفتاح الاكبر من هذا اللي هو عندي. ايوه. دونك هما عندهم نظره على المفاتيح الابواب الفلسطينيه والبيوت الفلسطينيه. شكرا طاطا سميره، ميرسي، شكرا كثير. نشوفك بخير ان شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، شكرا كثير لك. صحيتي، مع السلامة. Voilà. Très belle histoire, très beau témoignage. Ça explique l'origine justement de la clé. On leur a demandé de sortir une semaine et puis de revenir dans leur maison. N'importe qui sortirait avec la clé pour revenir. Normal. Donc c'est devenu un symbole de retour. Exactement. Un symbole très fort. Ils espèrent et ils prient tous les jours pour revenir un jour, réouvrir leur maison. C'est comme quand on part en vacances, Monia. On ferme nos maisons et on se dit on est à l'aise, on est en sécurité. Et un jour, lorsqu'on va revenir de nos vacances, on ouvre nos portes. Mais malheureusement, ils attendent ce retour avec impatience. Inch'Allah, ça sera le plus tôt possible. Merci. Avec plaisir, Monia. Wahida, merci pour ce témoignage très très important et merci pour cette histoire aussi importante. Au moins, c'est aussi clair maintenant pourquoi la clé et pourquoi ce symbole est aussi brandi autant. Merci Wahida, on se retrouve demain pour une autre rubrique toujours dédiée à la Palestine. Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc demain à 10h30. Nous vous donnons rendez-vous demain à 10h30 pour une autre émission Ma famille, ma vie, en direct bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. Au revoir.